Merci de nous accueillir chez vous pour faire le point sur ce qui a marqué la journée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le duo désigné par le parti d'opposition, les démocrates, a fait son entrée à la Commission électorale nationale autonome ce lundi dans une ambiance de ferveur militante. Renaud Agbojo et Jude Bonaventure Lojou y ont accompli les formalités officielles pour leur participation à la présidentielle de 2026. Le 15 octobre 1987 demeure une date marquante dans la mémoire collective du Burkina Faso. Ce jour-là, le président Thomas Sankara, leader révolutionnaire et figure emblématique du panafricanisme, était assassiné lors d'un coup d'État. 38 ans plus tard, son héritage politique continue d'inspirer bien au-delà des frontières burkinabées. Et puis, l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga est décédé ce mercredi au Kerala en Inde à l'âge de 80 ans, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il aurait succombé à une crise cardiaque selon des sources médicales. Désigné par le parti pour porter les couleurs des démocrates à l'élection présidentielle de 2026, Renaud Agbojo et son colistier Jude Lojou se sont rendus hier au siège de la Commission électorale nationale autonome pour accomplir les formalités de dépôt de candidature. Nous vous proposons à présent de suivre les premières déclarations de Maître Renaud Agbojo juste après cette étape officielle. Ce soir consacre une étape importante du processus électoral consacré à la présidentielle d'avril 2026. À l'entame de mon propos, je tiens, en mon nom et au nom de l'honorable Jude Lojou, avec qui je forme le duo candidat du parti Les Démocrates, saluer tout le peuple béninois, saluer la jeunesse béninoise pour sa forte mobilisation, saluer sa patience et leur présenter nos excuses parce que nous avons appris que depuis 15 heures, la population béninoise, toutes tendances confondues, s'est massée aux abords de la Commission électorale nationale autonome à attendre notre arrivée. Nous avons eu du mal à nous frayer un passage pour accéder à l'entrée de la Sénat. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe. Nous vous remercions pour votre accompagnement sans faille au quotidien. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens, les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape du dépôt du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Qu'elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Dans quelques mois, nous pouvons vous rassurer que sur la terre de Béhanzin, sur la terre de Kaba, sur la terre de nos aïeux,
nous allons retrouver notre vivre ensemble. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection. Et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Je voudrais donc saluer votre mobilisation générale, vous inviter à la vigilance, vous inviter au calme, vous inviter également à la mobilisation générale. Parce que la révolution électorale dans les urnes aura bel et bien lieu. Je voudrais vous prier de prier pour le Bénin, de prier pour le Bénin, de prier pour toutes les composantes de notre nation, afin que la paix et rien que la paix soit préservée. Et pour que la paix soit préservée, il faut bannir toute forme de procédé d'exclusion. Il faut bannir toute forme de procédé qui vise à éviter la compétition. Vous êtes témoin de ce que depuis quelques mois, depuis que le processus électoral a été lancé, le parti Les Démocrates subit des assauts répétés qui visent à l'exclure de l'élection présidentielle d'avril 2026. Mais je vous le redis, je vous rassure, le parti Les Démocrates ne va pas décevoir les Béninois et les Béninoises. Le parti Les Démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Je vous remercie. Avant même que les candidats du parti Les Démocrates ne déposent le dossier, le duo du parti Foscori pour un Bénin émergent, composé de Paul Hunkpe et Judikaël Roch Mouanou, a officiellement présenté sa candidature à la Commission électorale nationale autonome. Face aux journalistes, Paul Hunkpe a réaffirmé son engagement à défendre les principes de justice sociale et de développement inclusif. Écoutons-le. Je me permets, au nom de mon colistier et moi-même, de saluer et de remercier les responsables de notre parti, en l'occurrence notre PH et tous les militants. Permettez-moi de manifester ma reconnaissance envers les équipes des partis UPR et BR, leur président, et les parrains qui ont bien accepté nous offrir cette occasion. Eh bien, je crois que ceux qui ont accepté notre demande ont une bonne raison. Et cette raison-là est la nôtre. C'est-à-dire que nous tous sommes en combat contre la pauvreté, le sous-développement, l'exclusion. Nous sommes tous en train de nous battre pour que les Béninois vivent mieux. Et donc, pour ça, il faut permettre à chacun de faire sa proposition au peuple. Et nous avons une petite différence. Et c'est ça qui fera que la chance sera de notre côté. Nous avons déjà conclu un accord qui nous permet, n'est-ce pas, de faire face aux conditions des lois en cours. À partir de ce moment, nous n'avons plus besoin d'une quelconque autre alliance. Mais si d'autres forces politiques se décident de nous rejoindre,
Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont véritablement engagés à nos côtés et d'autres pourraient arriver. Je crois que nous aurons les bras ouverts pour les accueillir. Je crois que il n'y aura jamais de petits candidats. Du moment où le dernier mot reviendra au peuple, il n'y a pas à sous-estimer qui que ce soit. De toutes les façons, avec la culture des valeurs qui sont les nôtres, le recours au dialogue, la recherche du consensus, la lutte pour l'inclusion et le bien-être de nos populations, je crois que nous serons déterminants et le peuple croira en nous. Dans un tout autre registre, à présent, il y a exactement 38 ans, un leader tombait sous les balles. Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé, visionnaire et engagé, il a marqué son époque par des actions fortes et des discours audacieux. Retour sur le parcours d'un homme qui a laissé une empreinte durable dans l'histoire du continent africain. Il y a 38 ans, le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, était assassiné lors du coup d'État orchestré par son bras droit et ami de longue date, Blaise Compaoré, qui s'empara alors du pouvoir. Ce jour-là, prenait fin une expérience politique unique en Afrique, la révolution sankariste. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, Thomas Sankara est devenu une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte contre l'impérialisme. Officier de formation, il intègre l'académie militaire de Kardiogo, puis poursuit sa formation à Madagascar, où il est témoin de soulèvements populaires qui marque profondément sa conscience politique. Charismatique, intègre et proche du peuple, Sankara gravit rapidement les échelons militaires. En 1983, à seulement 33 ans, il accède au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Dès lors, il engage une révolution sociale, économique et politique sans précédent. Il rebaptise la Haute-Volta en Burkina Faso et lance une série de réformes ambitieuses. Autosuffisance alimentaire, accès à la santé pour tous, campagne de vaccination de masse, redistribution des terres aux paysans, lutte contre la corruption, défense des droits des femmes et réduction du train de vie de l'État. Refusant l'aide conditionnée des puissances occidentales, il dénonce avec force le poids de la dette sur les pays africains. À l'échelle internationale, sa voix se distingue par son indépendance, sa clarté et son audace. Assassiné à l'âge de 37 ans, Thomas Sankara laisse derrière lui un héritage profond. Encore aujourd'hui, il incarne un symbole fort de souveraineté africaine, de dignité, de justice sociale et de résistance au néocolonialisme. Au Cameroun, dans un communiqué publié ce mardi, Paul Atanga a réagi à la proclamation de victoire postée quelques heures plus tôt par l'opposant Issa Chiroma Bakary, lequel a affirmé avoir remporté la présidentielle du 12 octobre. Le ministre de l'administration territoriale a qualifié cette déclaration d'imposture et d'acte irresponsable en violation du cadre légal régissant le processus électoral. Le reportage. Au Cameroun, le gouvernement a réagi avec fermeté à la suite de la déclaration du candidat Issa Chiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans un communiqué publié à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga qualifie cet acte d'imposture et de comportement irresponsable, dénonçant une tentative de perturber le processus électoral en cours. Le ministère rappelle que cette initiative viole les dispositions juridiques encadrant le processus électoral. Paul Atanga évoque par ailleurs un plan diabolique de déstabilisation élaboré en complicité avec des réseaux occultes locaux et étrangers et rappelle qu'il avait déjà alerté l'opinion publique dès le 10 octobre sur les intentions d'un candidat souhaitant se déclarer élu à la clôture du scrutin. Le communiqué précise que le processus électoral suit son cours normal. La Commission nationale de recensement général des votes sera prochainement mise en place et seul le Conseil constitutionnel demeure habilité à proclamer les résultats définitifs conformément à la loi.
Paul Atanganji promet que l'ordre public sera maintenu sur toute l'étendue du territoire. Il met en garde Issa Chiroma, soulignant que son attitude irresponsable et arrogante sera traitée avec rigueur et fermeté. L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga est décédé ce mercredi à Kutatukulam dans l'état du Kerala en Inde des suites d'une crise cardiaque. Selon des médias indiens, il était venu au Kerala pour un traitement ayurvédique. Suivant. L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga s'est éteint ce mercredi à Kochi en Inde à l'âge de 80 ans. Victime d'un arrêt cardiaque, il suivait un traitement dans un centre ayurvédique avant d'être transporté à l'hôpital de Kutatukulam où son décès a été constaté dans la matinée. Figure majeure de la politique est-africaine, Odinga fut Premier ministre du Kenya de 2008 à 2013. Candidat malheureux à 5 élections présidentielles, il n'a cessé de dénoncer des scrutins entachés de fraude, notamment en 2007 et 2017, années marquées par de violentes crises post-électorales. Fils du premier vice-président du pays, il incarnait depuis 3 décennies la voix la plus constante de l'opposition. Défenseur d'une gouvernance plus équitable, partisan d'une lutte résolue contre la corruption, Raila Odinga laisse derrière lui l'image d'un homme de conviction dont le combat politique a façonné l'histoire contemporaine du Kenya. À Madagascar, une unité militaire ayant rejoint le mouvement de contestation contre le président Andry Rajoelina a annoncé ce mardi qu'elle prenait le pouvoir. La déclaration a été faite à Antananarivo quelques heures seulement après que l'Assemblée nationale a voté en faveur de la destitution du chef de l'État. La crise malgache a débuté fin septembre lorsque des manifestations ont éclaté dans le pays en raison de pénuries d'eau et d'électricité. Le reportage. Un colonel d'une unité militaire d'élite à Madagascar a déclaré mardi que les forces armées prenaient le pouvoir du pays. L'annonce faite par le colonel Michael Randrianirina est intervenue presque immédiatement après que le Parlement ait voté la destitution du président Andry Rajoelina. Nous mettons en place un mécanisme national de réforme qui répond aux aspirations du peuple malgache en faveur du rétablissement de la démocratie, du renforcement de la confiance dans les institutions de l'État et de la mise en place d'un gouvernement fondé sur une justice bien gérée et la responsabilité envers le peuple. Par conséquent, les activités des institutions gouvernementales énumérées dans la Constitution de 2010 sont supprimées. Le colonel Randrianirina a ajouté qu'un Premier ministre serait nommé pour former rapidement un gouvernement civil. L'Assemblée nationale poursuit toutefois ses travaux. Voici les nouvelles structures mises en place à Madagascar. La présidence nationale, un système conjoint qui exerce les fonctions de chef de l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle, le pouvoir judiciaire qui comprend la Cour constitutionnelle suprême pour la réforme et les différents systèmes judiciaires. Plus tôt mardi, Andry Rajoelina a publié un décret depuis son lieu de refuge secret, dissolvant la chambre basse du Parlement, apparemment pour éviter d'être destitué. Ce décret a été ignoré par les législateurs qui ont voté à une écrasante majorité la destitution du dirigeant âgé de 51 ans. De Jérusalem à Khan Younes, en passant par la ville de Gaza, ce lundi a été le théâtre de scènes de liesse autour des échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Des prisonniers au profil bien différent qui ont notamment quitté la prison d'Ofer en Cisjordanie occupée et qui ont pu regagner Ramallah. Ils avaient été arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre par Israël, préventivement pour ces échanges de prisonniers et d'otages. C'est après moi. Un groupe de prisonniers palestiniens libérés par Israël est arrivé sain et sauf à Ramallah et dans d'autres localités de Cisjordanie par bus lundi après-midi. Les prisonniers ont été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers et d'otages conformément à l'accord de cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas. Nous avons enfin retrouvé notre vie, nous sommes sortis de la prison, une tombe pour les vivants. Libérés des chaînes de l'enfermement, capables de retrouver notre famille, nos amis et nos enfants. Merci à tous. Le 9 octobre, le Hamas et Israël ont conclu un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui est entré en vigueur le lendemain.
Après plus de 2 ans d'offensive israélienne qui a dévasté la bande de Gaza et provoqué une famine. En ce moment, tout ce que nous vivons nous fait complètement oublier toutes les souffrances endurées en prison. Les conditions de détention étaient extrêmement dures. Nous étions tourmentés par la douleur jour après jour. Nous vivions dans la peur tous les jours. Ce n'était pas seulement la faim. Une cérémonie de signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a eu lieu le 13 octobre en Égypte, lors d'un sommet coprésidé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.